Bonjour et bienvenue au quatrième cours de base de génie biomédical. Aujourd'hui, nous allons parler des tests non paramétriques et multiples. Alors, un bref rappel sur ce dont on a parlé au dernier cours. C'était notre premier cours sur les statistiques, après avoir passé en revue les principes d'épidémiologie. Donc, une première règle, avant de commencer une expérience, c'est de toujours poser l'hypothèse nulle, qu'on appelle aussi H0. Ok. Alors un exemple d'hypothèse nulle, c'est les deux groupes ont la même moyenne. Ok. Alors on l'appelle hypothèse nulle, nulle parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas d'effet particulier ou de différence significative entre les deux groupes. Ok. Et votre envie intrinsèque, c'est de rejeter l'hypothèse nulle. Ok. Si vous développez par exemple un nouveau médicament, que vous voulez démontrer qu'il a un effet bénéfique sur une certaine population, vous allez tester un groupe qui reçoit le médicament, un groupe qui ne reçoit pas le médicament. Vous allez poser l'hypothèse nulle pour dire que votre médicament, qui signifie que votre médicament n'a pas d'effet, ok. Et puis au fond de vous-même, ce que vous voulez, c'est de rejeter cette hypothèse nulle. D'accord. Euh, Ce qu'on a vu aussi, c'est que donc, si vous voulez appliquer un test paramétrique en supposant que la distribution est gaussienne, si votre n est petit, si vous avez un faible nombre d'échantillons, donc par convention inférieur à 30, alors vous n'allez pas considérer la distribution gaussienne parce que l'estimation de l'erreur type est biaisée, mais vous allez utiliser une autre distribution, la distribution de student, ok, qui dépend d'un certain degré de liberté. Okay. C'est-à-dire la forme de la courbe va dépendre du n. Okay. Un autre point important concernant le test de student et concernant les tests paramétriques pour comparer deux moyennes, c'est que si par exemple deux mesures sont faites chez les mêmes sujets, à 2 semaines d'intervalle par exemple, alors à ce moment-là on utilise un test pairé. Okay. Et l'intérêt d'utiliser le test pairé, c'est de réduire la variabilité inter-individuelle. On a également, à la fin du cours précédent, discuté d'une façon pour comparer les proportions, okay, et non pas des moyennes. Pour comparer les proportions, on utilise le test du qui-carré. Et on a vu également qu'il existait certaines conditions pour appliquer les tests paramétriques, okay, que ce soit test de student ou test de qui-carré. C'est que la fonction de densité de probabilité peut s'exprimer comme une fonction. Par exemple, une fonction gaussienne euh, ou une distribution de student. Okay. Alors, un petit quiz. C'est le genre de quiz qui pourrait tomber à l'examen. Euh, si l'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée, on peut conclure que les deux moyennes sont significativement égales, les deux moyennes ne sont pas significativement égales, les deux moyennes ne sont pas significativement différentes, ou les deux moyennes sont significativement différentes. Alors, certains d'entre vous aimeraient répondre The two means are significantly equal. Okay, si on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, eh ben, ça veut dire que l'hypothèse nulle est acceptée. Et l'hypothèse nulle, c'est de dire que les deux moyennes sont égales. Mais ce serait faux de dire ça. Okay. Le fait de ne pas pouvoir rejeter l'hypothèse nulle n'implique pas que les deux moyennes sont significativement égales. Donc dans ce cas-là, la bonne réponse est le petit c. C'est-à-dire les deux moyennes ne sont pas significativement différentes. On va voir pourquoi le petit a et le petit b et le petit a et le petit c pardon ne sont pas équivalents. Ça a entre autres à voir avec la notion de puissance et la notion d'erreur de type 1 et d'erreur de type 2 qui sont pas les mêmes. Okay. Un autre exemple, un autre quiz.
Alfred a obtenu 20 souris avec des tumeurs et les a divisées pardon, en deux groupes. Groupe A, qui reçoit un médicament, et groupe B, le groupe contrôle, qui ne reçoit pas le médicament, ou qui reçoit un autre traitement. Euh, Là, il veut tester si la masse des souris A, des souris du groupe A, est plus petite que la masse des souris du groupe B. Il peut faire un test péré unilatéral, un test de student péré unilatéral entre A et B, un test de student non péré unilatéral, petit c, un test de student péré bilatéral, ou petit d, un test de student non péré bilatéral. Alors, je vous laisse faire pause, réfléchir. La réponse, c'est petit b. Il fait un test non pairé. Pourquoi non pairé? Parce qu'il s'agit de... Disons, c'est pas les mêmes souris qui comparent. Okay, les souris dans le groupe A et B sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas faire de test pairé. Là, il fait un test unilatéral et non pas bilatéral parce que c'est écrit clairement dans la question posée qu'il cherche à tester si la masse des souris A est plus petite que celle des souris B. Okay, donc il y a cette notion de différence signée qui se traduit directement par un test unilatéral et non pas bilatéral. Et il gagne. L'intérêt de faire un test unilatéral, comme on l'a vu au cours précédent, c'est de gagner en sensibilité. D'accord? C'est-à-dire que le seuil pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle va être plus petit. Donc on aura plus de facilité à rejeter l'hypothèse nulle. Donc ça, ce sont des concepts qu'il faut bien comprendre. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les tests non paramétriques, notamment le test U de Mann-Whitney. On va parler de puissance, okay, pour refléter un petit peu l'exemple dont on a parlé précédemment, par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Concept de taille des échantillons, qui va être fortement lié à la puissance. On va parler de comparaison multiple également, et puis d'ANOVA, analyse de variance. Alors, ce qu'on avait vu au cours précédent, c'est qu'on aimerait... on aime souvent les tests paramétriques. D'accord? On aime souvent pouvoir modéliser la distribution par une courbe gaussienne ou autre. Donc on peut essayer d'appliquer des transformations mathématiques pour pouvoir justement faire fitter le histogramme de nos valeurs à une distribution connue. Mais si on ne peut pas faire ça, alors on a recours aux tests non paramétriques. Alors, les tests non paramétriques, certains populaires incluent le calcul du coefficient kappa, le test de Friedman, la courbe de Kaplan-Meier que vous avez vue, hein, qui permet d'établir des courbes de survie, le coefficient tau de Kendall, le test Kolmogorov-Smirnov, vous avez vu le cours précédent qui permet de justement attester si une distribution est gaussienne ou pas. Le test U de Mann-Whitney qui permet de tester si deux échantillons sont tirés de la même distribution. Okay, donc c'est une façon de comparer deux sets d'échantillons. Okay, donc c'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, du test de Student. On va voir aujourd'hui un petit peu en détail ce qui se cache derrière ce test U. Le coefficient de corrélation de Spearman, qui mesure des dépendances statistiques entre deux variables en utilisant une fonction monotonique. Donc le coefficient de Spearman, c'est un petit peu l'équivalent du coefficient de Pearson. Coefficient de Pearson, lui, étant paramétrique. Okay, ça va regarder s'il existe une relation linéaire entre deux variables. Le coefficient de Spearman, lui, il ne fait pas d'hypothèse par rapport au type de relation. Et enfin le test signé de Wilcoxon, qui regarde, qui fait une comparaison pairée entre des populations. Il en existe d'autres, okay, donc ça ce sont des tests populaires souvent utilisés. Alors le test de
Mann-Whitney, qu'on appelle aussi le test de Wilcoxon-Rank Sum Test, utilisé pour vérifier si deux populations sont distribuées de la même façon. Il n'y a pas besoin de faire d'hypothèse sur la fonction de distribution. Ok, donc ça peut ou ne pas être distribué selon une loi gaussienne, par exemple. Le test peut être interprété comme un test de différence de médiane. Ok. Ici, on parle de médiane par opposition à la moyenne qu'on utilise pour faire des comparaisons de moyenne avec student, par exemple. Ce test est nécessairement bilatéral. Ok. Alors, on va voir ensemble un exemple de comment utiliser ce test, comment l'utiliser, puis aussi comment il fonctionne. Alors, comme toujours, au départ, on va poser l'hypothèse nulle, qui est que les deux populations sont également distribuées. D'accord? Donc, on a échantillon A, échantillon B, d'accord? Respectivement la première et la deuxième ligne. Première étape, ça va être d'ordonner les valeurs. Donc, on va aller du plus petit au plus grand. Okay, le plus petit, ça va être 3, qui correspond au groupe A. Okay, donc, on écrit 3 et puis en dessous, on peut écrire A. Ensuite 4, ensuite ça va être 5, qui appartient également au groupe A, et ainsi de suite. Okay. Le chiffre 9, lui, il appartient à la fois au groupe A et au groupe B, d'accord? Donc on peut mettre le A au-dessus du B ou le B au-dessus du A, ou les mettre à côté, peu importe, ça c'est simplement une question de représentation. Mais en tout cas, le 9 est associé aux deux groupes. Et ensuite, on place les valeurs qui restent. Ok? Alors, une fois qu'on a fait cette étape, on va identifier le groupe faible pour pouvoir calculer notre score U. Alors, le groupe faible, bon là, visuellement, on a l'impression que A est plus petit que B. Okay, donc, on va calculer notre score U en fonction du groupe A. Une fois qu'on a identifié ça, on peut compter le nombre de précédents. Alors, l'idée derrière ça, c'est de voir si on pense que A est le plus petit. Ok. Là, on fait ce score, on fait ce test de U de Mann-Whitney pour voir si A est significativement plus petit. Ok. Et significativement, ça veut dire que finalement le nombre de précédents va être beaucoup plus grand. Le nombre de, disons, les A vont être distribués de façon significative plus à gauche, alors que les B vont être distribués de façon significative plus à droite. Okay, c'est un peu ça qui se cache derrière ce test de Mann-Whitney. Ça va tester l'ordre en fait, des, euh, des échantillons. Donc on regarde la première valeur, 3, qui appartient au groupe A, et la question qu'on pose, c'est combien y a-t-il de B avant ce 3? Et la réponse, c'est qu'il y en a 0. Okay, de la même façon, il n'y a aucun B avant le 4. Pareil pour le 5. Ensuite, on va regarder. Alors, on fait ces comptes seulement pour les échantillons qui appartiennent à A. Okay, donc, après 5, ça va être 7, okay, qui appartient à A. Combien y a-t-il de B avant le 7? Eh bien, il y en a 1. C'est 6. D'accord? Donc, on place un 1 pour le chiffre 7. Pour le 9, là, c'est un petit peu une question piège parce que quand on pose la question combien y a-t-il de B avant le 9 qui appartient au A, eh bien, bon, il y en a un qui correspond au 6, mais il y en a également un autre qui est le 9. Mais, sauf que, étant donné que le 9 est à la fois pour le B et pour le A, on ne va pas lui donner une valeur de 1, mais on va lui donner une valeur de 0,5. Okay, donc 1 plus 0,5, ça donne 1,5. Le nombre d'après, ça va être 10. Combien y a-t-il de B avant ce 10? Eh bien, il y a 6 et il y a 9. Donc ça fait 1 plus 1 égale 2. Et puis après le 10, il n'y a plus d'autres A. Donc on a fini de faire nos identifications. On additionne toutes ces valeurs de précédents, tous ces nombres de précédents, et on trouve notre score U. Okay, donc le score U, il reflète vraiment le nombre de précédents. Là, il vaut 4,5.
Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce 4,5? Eh bien, on va regarder une table de seuils bilatéraux à 5%, une table pour ce test de Mann-Whitney, alors ce seuil dépend du degré de liberté. Ok. Donc en l'occurrence là, on a 6 valeurs pour le groupe A, 6 valeurs pour le groupe B, donc notre seuil va être 5. Ok. Et là, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait vu la semaine dernière pour le test de Student ou le test de Kikaré. Mais pour que la différence soit significative, on veut que notre U soit inférieur au seuil et non pas supérieur au seuil. Ok. Donc en l'occurrence là, on a un U de 4,5 qui est inférieur à notre seuil de 5. Donc A est significativement plus petit que B. Ok. Ça, on comprend assez intuitivement pourquoi on doit être inférieur au seuil, parce on va regarder le nombre de précédents. Donc, dans un cas extrême où toutes les valeurs de A sont distribuées à gauche, toutes les valeurs de B sont distribuées à droite, on n'aura aucun précédent, donc un score U de 0 qui est inférieur à 5, et de façon évidente, A va être significativement plus petit que B. Ok. Alors voici un autre exemple, un exemple concret, où on veut par exemple comparer deux produits commerciaux, la marque X et puis la marque Y. Ok. Chaque participant a donné un score. Euh, Par exemple, le participant 1 pour la marque X a donné le score 3, alors que le participant 1 pour la marque Y a donné le score 9, et ainsi de suite. Ok. Alors vous avez en bas la table des seuils de U de Mann-Whitney. Euh, alors je vous laisse faire pause et puis essayer de faire le quiz vous-même. Voilà, donc la réponse va être que le score U est calculé est de 2 et on rejette donc H0. Ok. Alors, on va maintenant parler de puissance d'un test. Alors la puissance, c'est quelque chose d'important. C'est tellement important que de plus en plus de chercheurs écrivent des articles pour justement remettre en question certaines études qui ont été publiées, notamment cet article bon, qui commence à dater un petit peu là, puisqu'il date de 2013. Power failure while small sample size undermines the reliability of neuroscience. En neurosciences et en neuroimagerie, ces dernières années, il y a eu beaucoup de polémiques justement par rapport aux résultats qui étaient publiés. Je vous ai parlé la semaine dernière de p-hacking. Euh, la puissance des tests, c'est quelque chose qui est souvent peu regardé, mais elle a un gros impact quand on rejette ou quand on accepte l'hypothèse nulle. Alors, qu'est-ce que la puissance? Puissance, c'est la probabilité P de détecter une différence que l'on sait significative entre deux échantillons. D'accord. Donc, finalement, la puissance, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle. Ok. Euh, cette puissance, elle vaut 1 moins bêta. Et bêta, comme vous vous rappelez de ce qu'on avait vu la semaine dernière, bêta, c'est l'erreur, ça correspond à l'erreur de type 2. Ok. Euh, L'erreur de type 2, c'est ne pas trouver une différence alors qu'il y en a une. Ok. Donc c'est un faux négatif, si vous voulez. Euh, Cette erreur de type 2, elle est associée à ce qu'on appelle l'hypothèse H1, qui est en fait l'opposé de l'hypothèse nulle. L'hypothèse H1, c'est l'hypothèse qu'il existe une différence. D'accord. Alors que l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse qu'il n'existe pas de différence. Alors on accepte généralement un bêta de 20%, okay, comme vous voyez, qui est supérieur au seuil alpha qui lui correspond à l'erreur de type 2. Pour alpha, la communauté accepte un alpha maximum à 5%. Pour bêta, vous voyez que euh, on est, comment dire, un petit peu plus souple.
Alors, qu'est-ce qui impacte la puissance? Ok, donc on va reprendre le même type de schéma qu'on avait vu au cours précédent pour justement comparer les moyennes. Donc on a deux groupes, deux distributions. Bon, dans ce cas-là, c'est des distributions paramétriques. Chaque groupe possède une moyenne, un écart type. On calcule la différence. Et là, admettons qu'il y a une différence. Est-ce qu'on accepte H0? Oui, là on accepte H0. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte? Parce que, comme vous voyez, on- le, la, la différence des moyennes, combinée à l'erreur type qu'on calcule, fait tomber le zéro dans la part des 95% de l'air sous la courbe. Ok, si on utilise un seuil bilatéral à, 5 à 2,5%. Euh, donc, on n'a pas d'autre choix que d'accepter l'hypothèse nulle. Ok, on accepte l'hypothèse nulle, mais on sait qu'il devrait y avoir une différence, donc on fait une erreur. Ok, on fait une erreur de type 2. Alors, maintenant, on va refaire la même expérience, mais avec plus de sujets. Ok, on a plus de sujets, la moyenne ne va pas nécessairement changer. Ok, donc on a le même x2 et le même x1. On va refaire le même calcul de différence des moyennes, qui va être la même. Mais par contre, l'écart type, lui, il va changer. Pourquoi l'écart type change? Parce que on sait que cette, euh, cette erreur type, elle va diminuer à mesure que le nombre de sujets augmente. Ok, on augmente les sujets, et là, on se rend compte que le zéro se retrouve dans la partie des 2,5% euh, extrêmes, et donc on rejette H0. Ok, donc ce que vous avez vu là, c'est que, comme par magie, simplement en ajoutant plus de sujets, on change complètement la conclusion de l'expérience. Ok. Deuxième point, qui avait d'ailleurs été soulevé par un de vous lors de la discussion de la semaine dernière, c'est l'influence du seuil alpha sur la puissance. Ok. Euh, si on prend un exemple avec un seuil alpha à 5%, dans ce cas-ci, on se retrouve dans la zone, dans la zone bleue extrême, donc on rejette H0. Ok. Mais si on avait décidé d'avoir un seuil alpha euh, qui était plus petit, par exemple 1%, dans ce cas-là, on se retrouve dans la zone, dans la zone grise et non pas la zone bleue extrême. Et donc, ça veut dire qu'on doit accepter H0. Ok, et on fait une erreur de type 2. Là, ce que ça veut dire, c'est que avant de commencer une expérience, si vous décidez de par exemple, rejeter H0 avec la condition d'un seuil alpha de 5%, ou de 1%, ou de 0,1%, eh bien, ça va également influencer votre capacité à rejeter l'hypothèse nulle. Ok, et donc à faire une erreur de type 2. Si vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. Euh, Troisième point qui va affecter la puissance, c'est l'influence de la vraie différence, okay, qu'on appelle aussi l'effect size. Donc là, dans cet exemple, on rejette l'hypothèse nulle. Okay. Euh, Par contre, si x2 et x1 avaient été beaucoup plus proches, alors même s'il y a une différence, mais que cette différence est plus petite, on n'arrive plus à la détecter. Et dans ce cas-là, on accepte l'hypothèse nulle et on fait à nouveau une erreur de type 2. Alors dans ce cas-ci, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment le contrôle sur cette différence des moyennes. Okay, c'est des mesures qui viennent de par exemple d'échantillons biologiques ou autres. Donc contrairement au nombre à la taille de n et puis au seuil alpha,
Là, pour ce effect size, on n'a pas nécessairement de mainmise. Ok. Mais il faut quand même savoir que cet effect size impacte la puissance. Donc pour résumer, la puissance, elle augmente quand la taille des échantillons augmente, quand le seuil d'erreur de type 1 augmente, et quand la différence entre les échantillons augmente. Ok. Euh, alors, vous avez peut-être entendu parler d'analyse des puissances pour trouver la taille d'échantillon. C'est quelque chose qu'on va généralement faire avant de commencer une étude clinique, par exemple. Si on vous met en charge de démarrer une étude clinique, une question importante à se poser, c'est combien de patients vous allez inclure dans votre étude clinique. Ok. Euh, c'est une question toujours très délicate à répondre. Je sais quand on écrit des demandes de subvention et qu'on dit qu'on demande 2 millions de dollars aux IRSC pour pouvoir recruter 200 patients atteints de sclérose en plaques, par exemple. Première question des reviewers, c'est pourquoi 200 et pas 150 ou 300. Il faut pouvoir justifier ce 200. Alors comment vous justifiez ça? Vous justifiez ça avec une analyse de puissance. Alors qu'est-ce qui se cache derrière une analyse de puissance? Eh bien vous allez en fait euh, anticiper quelle sera la taille d'échantillon nécessaire pour pouvoir détecter une certaine différence. Ok. Alors c'est un peu un problème disons d'œuf et de poule ou de serpent qui se mord la queue, ça dépend comment on voit les choses, parce que euh, comment vous pouvez connaître votre différence avant même d'avoir commencé l'expérience. Alors c'est justement là où les analyses de puissance sont très délicates, parce qu'elles vont se baser souvent sur la littérature ou sur des études préliminaires que vous aurez faites. Ok. Donc vous commencez avec par exemple une petite taille d'échantillon, vous trouvez un effect size de par exemple 0,8, ok. Et là, si vous pouvez tolérer une erreur de type 2 de par exemple 20%, ce qui correspond à une puissance de 80%, alors vous saurez que vous avez besoin d'au moins 26 sujets par groupe. D'accord. Alors on va faire un petit quiz pour, pour, pour avoir un exemple concret. Donc combien de sujets par groupe sont nécessaires pour pouvoir détecter une différence de 12 avec un écart type de 6 pour une puissance de 80%? Alors 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc si on regarde sur la première colonne rouge, le 2 se trouve ici. Pour un bêta 2, donc on a dit qu'on voulait une puissance de 80%, ce qui correspond à une erreur de type 2 de 20%. Donc le nombre de sujets doit être égal ou supérieur à 6. Okay. Alors dans ce cas-là, on considère que le nombre de sujets est le même pour les deux groupes, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que ça va impacter la puissance? Eh bien, ça l'impacte négativement. Okay. Si on regarde par exemple les effect size qui sont détectables par le test de Student pour une erreur de type 1 de 5% avec un test bilatéral et une erreur de type 2 de 10% pour deux échantillons de taille N1 et N2. Donc là, vous voyez qu'on fait varier les N1 et les N2. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc de façon évidente, ce que vous voulez, c'est le seuil le plus petit possible, okay. Puisque plus le seuil est petit, plus vous aurez de la facilité à rejeter l'hypothèse nulle. Et donc ce qu'on voit là, c'est par exemple, si on prend un n de 20 et de 20, okay. Donc n1 de 20 et n2 de 20, ce qui fait un total de 40 sujets. Le seuil pour détecter une différence va être de 1,03. Okay. Alors que si vous prenez un N1 de 10 et un N2 de 50, okay, là le seuil va être plus élevé. D'accord. Donc vous serez désavantagé. Alors que
10 plus 50, ça fait 60. Donc vous aurez inclus plus de sujets dans vos expériences, mais vous aurez finalement une moins bonne puissance. D'accord? Donc le take-home message, là, c'est de bien balancer vos groupes. Alors on peut également calculer la taille des échantillons pour tester les proportions. Ok. Alors, ce qu'on avait vu précédemment, c'était pour les comparer des moyennes avec le test de student. Donc pour comparer les proportions, le n, c'est-à-dire le nombre de sujets minimum par groupe, va être calculé avec cette fonction qui dépend de alpha et bêta fois P1 qui va être euh, la proportion d'un événement dans le groupe 1 et puis P2 la proportion de l'événement dans le groupe 2. Ok. Alors on va prendre un exemple. Des patients ayant subi un infarctus du myocarde dans un hôpital donné, la proportion de décès dans les 2 semaines est de 10%. Ok. On va faire l'hypothèse que l'installation d'un nouveau système de surveillance diminuera de 30% le taux de décès chez ces patients. Okay, et on va appeler la proportion de décès avec ce nouvel appareil P2. La question c'est combien de patients devraient être observés avec chaque système de surveillance pour pouvoir détecter une différence significative entre les deux systèmes avec des taux d'erreur de type 1 de 5% et taux d'erreur de type 2 de 20%. Alors je vous laisse faire une pause avant de donner la solution. Donc la solution est donc le P1 va être égal à 0,1, okay, P2 va être égal à 0,07. On met ça en équation et on trouve qu'il faut au moins 1362 patients dans chaque groupe. Très bien. Alors, on a parlé de puissance. Maintenant, on va parler de comparaison multiple. Alors, pour introduire le concept de comparaison multiple, on va prendre un exemple fictif. Il est scientifiquement prouvé que la nourriture de la cafétéria est dangereuse pour la santé. Ça, c'est la conclusion surprenante qu'un scientifique a dévoilée aujourd'hui à la presse. Depuis longtemps, celui-ci éprouvait des doutes sur la qualité de la nourriture offerte à la cafétéria. Alors il a réalisé l'expérience suivante. Il a mesuré les décès survenant dans une période de 3 mois dans 31 groupes de 20 rats, nourris soit avec la moulée standard, qu'il appelle le groupe témoin, soit avec chacun des 30 plats du jour offerts à la cafétéria. Pour analyser les résultats, il a appliqué le test du Kikaré pour comparer les proportions de décès dans chacun des groupes, plat du jour versus groupe témoin. Et là, il a malheureusement trouvé une différence significative de taux de décès dans le groupe foie de bœuf. Et donc, comme le niveau de signification était de alpha à 5%, il a donc une chance sur 20 de se tromper en affirmant que la nourriture de la cafétéria est dangereuse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une formulation fallacieuse? Eh bien, bon, si je mets cet exemple ici sous le concept de comparaison multiple, je pense que vous vous doutez qu'il y a quelque chose de fallacieux derrière cet argument. Effectivement, c'est le cas. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu quel est le problème dans la façon dont cette expérience et hypothèses et conclusions sont posées. Alors, voilà ce qu'il a fait. Première colonne, il a ses différents groupes. Okay. Premier groupe, ça va être le groupe témoin, moulé standard, où il regarde le nombre de décès. Et il va ensuite calculer des proportions et puis faire des comparaisons entre spaghetti témoin, veau témoin, piment farci témoin, farita témoin, et ainsi de suite. Okay. Donc, il fait plusieurs tests à chaque fois. Et là, il a trouvé une différence significative pour le groupe foie de bœuf. Alors, je pense que vous commencez à voir quel est le problème ici. Il a trouvé une différence significative, ce qui peut effectivement arriver, d'accord, parce qu'il a fait plusieurs expériences, et pour chacune de ces expériences, eh bien, il a s'il rejette l'hypothèse nulle, il la rejette avec une certaine, un certain pourcentage d'erreur de se tromper, okay, en l'occurrence 5%.
Mais s'il se met à faire beaucoup d'expériences, bah, c'est normal qu'à un moment donné, par, par chance, en fait, parce qu'il y a du bruit dans les données, et puis qu'on a affaire ici à des faibles, à des, à des faibles nombres d'événements, c'est normal qu'ils se trompent. Mais le problème ici, c'est que la conclusion qui est de dire que la nourriture de la cafétéria est mauvaise, elle se base sur justement une expérience qui devient significative. Ok. Donc finalement, la bonne question à poser pour l'ultime question qui pose, à savoir est-ce que la bouffe de la cafétéria est bonne ou pas bonne, c'est quelle est la probabilité de ne pas se tromper pour l'ensemble de ces tests et non pas pour chacun de ces tests. Ok. Donc, on va essayer de formuler ça mathématiquement. La probabilité de se tromper va être alpha. Ok. La probabilité de ne pas se tromper va être 1 moins alpha. Donc, pour chacun des tests, on regarde quelle est la probabilité de ne pas se tromper. Ok. 1 moins alpha, et ainsi de suite. Euh, et ensuite, la question qu'on pose, c'est quelle est la probabilité de ne pas se tromper pour l'ensemble de l'étude. Un point important, c'est que chaque événement est indépendant. Ok. Chaque expérience est indépendante. Donc on peut du coup formuler ça mathématiquement. On peut formuler le probabilité de ne pas se tromper pour 0 et pour 1 et pour 2 et pour 3 ainsi de suite. On peut le formuler avec une multiplication de ces probabilités qui viennent d'événements indépendants. Ok. Si on fait, euh, si on fait la multiplication de toutes ces probabilités, de toutes ces probabilités 1 moins alpha, on va se retrouver avec une valeur de 0,21 et non pas 0,95. Donc, si on essaye d'interpréter ce résultat, on avait eu auparavant que le journaliste avait donc fait ses calculs et puis il a trouvé un cas où la différence était significative pour le foie de bœuf. Donc, il en a conclu que il avait maximum 5%, 5% de chance de se tromper en affirmant que la nourriture de la cafétéria était mauvaise. Donc qu'il était sûr à 95% de sa conclusion. Ce qu'on voit maintenant, c'est que en formulant la chose différemment, en tenant compte de toutes les comparaisons, sa probabilité de ne pas se tromper n'est pas de 95%, mais de 21%. Okay. Alors c'est un cas, c'est un exemple avec la nourriture de la cafétéria. On peut prendre d'autres exemples. Un exemple assez classique, ça concerne la neuroimagerie fonctionnelle. Vous avez probablement entendu parler de l'IRM fonctionnel, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, où on va demander à une personne de faire une tâche motrice par exemple, ou alors on va montrer des images. Et puis ensuite on va regarder les pixels dans le cerveau qui sont significativement corrélés avec le paradigme de la tâche. Okay. Donc on va faire une inférence statistique dans chaque voxel du cerveau. L'aspect important à considérer ici, c'est qu'il y a plus de 20 000 voxels dans le cerveau. Okay. Donc si on fait ces analyses de manière indépendante pour chaque voxel, il y a une très forte chance de trouver une fausse activité neuronale, okay, ou aussi un faux positif. Et c'est un problème tellement important dans la communauté de la neuroimagerie. Beaucoup d'articles ont été publiés sans que les gens prennent vraiment conscience de cet effet statistique, qu'il y a un statisticien qui en a eu assez et qui a publié cette étude. D'accord. Donc c'est un poster qu'il a présenté à une conférence internationale importante, Human Brain Mapping, où il a donc ça c'est une expérience qu'il a fait sur un saumon, où il a montré un stimulus visuel au saumon, d'accord, avec un paradigme on et off de 5 minutes chacun, en utilisant une séquence d'IRM standard, d'accord. Et ensuite, il a fait des analyses. Il a trouvé qu'il y avait des corrélations significatives dans certains
voxels qui sont justement présents dans le cerveau de ce saumon. Et donc, il en a conclu qu'il y avait une activation neuronale, d'accord, en lien avec ce stimulus visuel. Le seul hic ici, le punchline de son étude, c'est que le poisson était mort. Okay, donc, activation neuronale impossible, et c'était simplement des faux positifs liés justement à ce phénomène de comparaison multiple. D'accord ? Donc, évidemment, il y a des façons de corriger pour ces comparaisons multiples. Une façon classique, c'est d'effectuer ce qu'on appelle la correction de Bonferroni, où on va ajuster ce seuil alpha. Okay, le seuil alpha de 5%, on va le diviser par le nombre de comparaisons qui sont présentes. D'accord ? Donc par exemple, si on effectue 5 tests, alors on va utiliser un seuil alpha prime de 1% pour maintenir le fameux alpha de 5%. D'accord ? Si on avait eu un alpha de 1%, alors on aurait eu un alpha prime de 0,2%. D'accord ? Donc dans l'exemple de la cafétéria, on avait 30 comparaisons multiples. Donc on aurait dû diviser, le journaliste aurait dû diviser le seuil alpha par 30. D'accord ? Alors, si on prend par contre l'exemple de neuroimagerie en IRM fonctionnel que je vous ai présenté tantôt, euh, comme je vous ai dit, on a plusieurs milliers de voxels dans le cerveau. Okay, donc ça fait que si on voulait appliquer la correction de Bonferroni, il faudrait en fait diviser notre seuil alpha par 20 000, ou voire même plus si on a plus de voxels. Okay, alors quelle est l'implication de ça? L'implication, c'est que si on a un seuil alpha beaucoup trop petit, alors on sera finalement quasiment jamais en mesure de rejeter l'hypothèse nulle. D'accord ? Donc, il existe des façons pour atténuer en fait cette correction de Bonferroni, pour la rendre un peu moins sévère. Notamment, bon, dans le cadre de l'IRM fonctionnel, on a des a priori, comme par exemple des autocorrélations spatiales et temporelles, c'est-à-dire que deux voxels voisins ne sont pas complètement indépendants. Okay, ils vont avoir une certaine autocorrélation, donc on ne peut pas les considérer comme des événements indépendants, et on ne peut pas diviser le seuil alpha par le nombre de voxels. D'accord, on va faire du clustering. Okay, donc il existe des modélisations gaussiennes. Il y a des théories comme le Gaussian Random Field pour justement corriger les comparaisons multiples, mais de manière moins sévère que Bonferroni. Donc ça, c'est des choses qui sont utilisées en neuroimagerie, mais également en génétique. Okay, et alors, ça, c'est une façon, d'accord, pour tenir compte des comparaisons multiples. Une autre façon, qui n'est pas mutuellement exclusive, c'est de nuancer la conclusion. Okay, c'est-à-dire qu'au lieu que le journaliste ait eu la conclusion que la nourriture de la cafétéria est mauvaise, il aurait pu dire que le foie de bœuf peut accroître la mortalité, mais ceci peut être dû au hasard et mérite de nouvelles études. D'accord ? Alors, les comparaisons multiples, il y a des erreurs liées à ça de manière très fréquente dans les publications scientifiques, mais également à la radio. Alors, il y a une personne qui s'est amusée à justement relever le danger de ces comparaisons multiples. Il a regardé, par exemple, la corrélation entre le taux de divorce dans le Maine et puis la consommation de margarine aux US. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une très forte corrélation. Okay, est-ce qu'on peut en conclure quelque chose? À vous de voir. Un autre exemple assez rigolo, c'est une très forte anticorrélation entre la production de miel par des colonies d'abeilles aux États-Unis et le nombre d'arrestations juvéniles pour possession de marijuana. Okay.
Donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez rigoler un bon coup, vous pouvez aller voir sur son site, tylervegan.com. Vous trouverez d'autres exemples comme ça. Ok, donc on a parlé des corrélations multiples, des comparaisons multiples. Maintenant, un petit peu en lien avec ça, on va parler de l'ANOVA, l'analyse de variance. Donc, l'idée de l'ANOVA, c'est d'essayer de synthétiser des variables qui peuvent, qui peuvent être multiparamétriques, okay, qui peuvent s'exprimer dans le temps ou en fonction de plusieurs catégories. Alors, on prend cet exemple, okay, variables A et B, pour lesquelles on va prendre plusieurs mesures au cours du temps. Comment est-ce qu'on peut tester la différence entre A et B? Alors, une façon de faire, c'est de faire un petit test pour chaque instant. Okay, là, on a 6 instants. Pour chaque instant, on fait un petit test entre les deux variables et ensuite on corrige par Bonferroni, okay, en divisant notre seuil alpha par 6. Le problème de ça, c'est que les événements ne sont pas indépendants. Okay, vous voyez qu'il y a une claire corrélation temporelle. Donc, il faudrait prendre en compte cette autocorrélation. Donc, une façon de faire, c'est par exemple d'extraire une variable et de la comparer entre A et B. Alors, une façon d'extraire une variable, ce serait par exemple de prendre la moyenne globale sous chaque courbe. Okay, on se retrouvera avec deux variables et un écart type associé qu'on peut comparer ensuite entre A et B. Une autre façon, c'est de faire une ANOVA. Alors, qu'est-ce qu'une ANOVA? En anglais, c'est Analysis of Variance. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on ne va pas faire une analyse de variance en tant que telle, mais on va comparer des moyennes. Okay, sauf qu'on ne va pas comparer deux moyennes, comme on l'a vu au cours précédent, mais on va comparer plusieurs moyennes. On aura une variable et on aura plusieurs groupes ou catégories. Okay, ces groupes sont répartis en ce qu'on appelle des facteurs ou des catégories. On peut en avoir un ou deux. Dans ces cas, on parle de one-way ANOVA ou two-ways ANOVA, ou on peut en avoir plus. Okay, n-way ANOVA. Condition d'application de l'ANOVA, c'est une distribution gaussienne dans chaque groupe et une même variance dans les groupes. Ça, c'est la condition d'homoscédasticité. Alors, qu'est-ce que ça veut... Si on va expliquer un petit peu ce que c'est la variance, une même variance dans les groupes, c'est-à-dire que si on prend l'exemple précédent je vais revenir de cette variable, de ces variables A et B. Okay, vous voyez que pour chaque unité temporelle, pour chaque instant, on a un écart type associé ou une variance associée. Il faut que cette variance soit à peu près la même pour chaque instant. D'accord ? Ça c'est ça que ça veut dire l'homoscédasticité. Ok. Donc, prenons un exemple d'une ANOVA un facteur. Alors, là, l'idée, c'est de tester s'il existe un effet lié au traitement. Okay, on a 4 traitements, traitement A, B, C et D, et puis on a plusieurs patients, d'accord, on a 6 patients par groupe, et puis chacun de ces patients a une mesure, en l'occurrence ici la concentration d'hormones, d'accord. Donc, première chose à faire, comme toujours, c'est de poser l'hypothèse nulle. Dans ce cas-là, l'hypothèse nulle, c'est de dire que tous les traitements donnent la même concentration d'hormones. Okay, donc, pour tester H0, on va tester si la variance intergroupe, c'est-à-dire entre les groupes A, B, C et D, vaut la variance intragroupe. C'est-à-dire à l'intérieur de A, on va calculer la variance, et puis à l'intérieur de B, on va calculer la variance, et ainsi de suite, pour C et pour D. Et puis, chacune de ces variances devrait être la même que la variance entre A, B, C et D. D'accord ? Ça, c'est l'hypothèse nulle. D'accord ? Pour rejeter l'hypothèse nulle, eh bien, il faudrait que la variance intergroupe soit plus grande que la variance intragroupe. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va tester. Donc, on va le mettre en équation. Alors, pour K groupe I,
comprenant n valeurs x, i, j. On calcule les moyennes, d'accord? Donc la première moyenne x, i, point, ça va correspondre à la moyenne intra-groupe, d'accord? La deuxième moyenne, x, point, point, ça va être la moyenne complète, donc de toutes les valeurs entre les groupes, intra et intergroupe. Okay. Alors, une fois qu'on a calculé ces moyennes, on peut calculer les variances. Alors, pour calculer la variance, on va commencer par calculer la somme des carrés des différences. Okay. Pour chaque groupe, okay, donc là, ce grand SI, qui correspond donc à la somme des carrés des différences intra-groupe, et puis la somme des carrés des différences intergroupe. D'accord? Alors une fois qu'on a calculé la somme des carrés des différences, on va pouvoir calculer les variances, qui sont exprimées ici comme l'écart type au carré. Alors la première, ça va être l'écart type au carré intra-groupe. Okay. Donc on a notre somme des carrés des différences qui va être divisée par le k multiplié par n-1, okay, ce fameux n-1 qui provient de la définition de l'écart type, comme on l'a vu au cours précédent. Okay, on va enlever un élément à la totalité des événements qui arrivent, okay, à la totalité de la taille des échantillons. On fait la même chose pour la variance intergroupe, okay, donc somme des carrés des différences intergroupe, grand SE, divisé par K moins 1, parce qu'on a K groupes en tout, et donc on enlève 1 pour tenir à la définition de la variance. Donc notre variable d'intérêt, ça va être le ratio entre la variance intergroupe par la variance intragroupe, okay, qu'on appelle le score F, qui suit une loi de Fisher. Alors, on va essayer d'interpréter, avant de voir la table de Fisher, on va déjà interpréter intuitivement ce que ce score F représente. Okay. Si le score F est proche de 1, ça veut dire qu'on est proche de l'hypothèse nulle. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre variance intergroupe et intragroupe. Alors que si ce F est grand, alors là, on voit une différence. Donc on va chercher à voir quel est si on est suffisamment grand et si on dépasse un certain seuil. Okay, et ce seuil, il va dépendre des différents degrés de liberté de la loi de Fisher. Donc voilà la table de Fisher. Là, les paramètres qui vont nous intéresser, c'est P et M. Alors, M et P degrés de liberté. Donc M, il vaut en fait K-1, avec K le nombre de groupes. D'accord. Et P, ça va être N fois K-1. N est le nombre de participants dans chaque groupe. D'accord. Donc pour l'exemple qu'on avait précédemment, on avait 4 groupes. Donc M va être égal à 3. Et puis on avait 6 patients par groupe. Okay. Donc 6 fois 4, 24, moins 1, 23. Donc P vaut 23. Alors, on trouve un score F de 9,47. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'hypothèse nulle? On regarde la table. M3, P, tout ce qui nous apparaît ici là, sur le schéma, ça va être 20 maximum. Okay. Si on regarde le 20, on voit que le seuil est à 3,10. Okay. Et on voit intuitivement là que si le P augmente, alors le seuil diminue. Comme on est déjà à un seuil de 9,47 qui est déjà supérieur à 3,10, alors on peut en conclure que l'hypothèse nulle est rejetée. Okay. Alors ça, c'était un exemple d'ANOVA à un facteur. On peut avoir des cas de figure avec des ANOVA à plusieurs facteurs. Alors voici un autre exemple qui est de tester l'influence du milieu et de la durée d'exposition sur la qualité de surface d'une prothèse. Okay. Donc là, on va avoir deux graphiques.
un graphique qui correspond à la catégorie milieu in vivo, un autre milieu in vitro, d'accord? Donc ça c'est déjà une catégorie ou un facteur, ok? C'est le facteur milieu. Et l'autre facteur, ça va être durée, ok? Durée de 1 semaine, 4 semaines, 8 semaines, euh, pour chaque milieu, et puis voir comment le, comment la qualité de la surface évolue. Donc, si on fait si on fait ce calcul, on se rend compte qu'on a donc un score F pour chaque facteur, avec une valeur de P associée. Et puis là, on trouve que il existe, qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle concernant le facteur durée, mais non pas concernant le facteur milieu. D'accord? Donc, d'autres termes, il existe une différence significative pour le cas durée et non pas pour la catégorie du milieu. D'accord? Alors, en résumé du spectacle d'aujourd'hui, on a parlé surtout des tests non paramétriques, d'accord? On a passé en revue le test Huneman-Whitney. Encore une fois, il en existe d'autres. Les tests non paramétriques, on les applique quand la distribution n'est pas décrite par une fonction paramétrique. Okay. Donc voilà des exemples de tests non paramétriques populaires. On a ensuite parlé de puissance, d'accord? Les choses à retenir importantes pour augmenter la puissance, c'est augmenter la taille de l'échantillon, d'accord? Augmenter l'erreur de type 1 ou le seuil alpha, d'accord? Donc ça me permet d'augmenter la sensibilité, mais par contre la spécificité diminue, d'accord? Et si on augmente l'effect size ou la différence des moyennes, la puissance va nécessairement augmenter. Et enfin, on a parlé des comparaisons multiples. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut faire extrêmement attention. Si vous effectuez plusieurs tests avec des variables, avec des événements indépendants, il faut corriger pour ces multiples tests afin de moduler votre conclusion. D'accord? Alors, on a vu par exemple la correction de Bonferroni, qui est assez populaire, qui permet de corriger si plusieurs hypothèses sont testées. Elle peut être trop sévère dans certains cas, donc renseignez-vous sur les façons de corriger pour les comparaisons multiples. On a également vu les ANOVA, qui sont un outil efficace pour avoir un test joint, donc c'est-à-dire en un seul test, pouvoir tester des effets avec une ou plusieurs catégories, un ou plusieurs facteurs. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci de m'avoir suivi et puis rendez-vous au prochain numéro.